Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 11 avril 2023 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre président et de son gouvernement. En effet, il faut bien revenir à l'essentiel. Par qui sommes-nous gouvernés? Est-ce par des gens soucieux de l'intérêt général, respectueux de notre Constitution, donc défendant l'indépendance et la souveraineté de la France, ou des personnes ayant d'autres buts, d'autres intérêts? Pourquoi me suis-je posé ces questions? Eh bien, lorsqu'on analyse les événements survenus depuis plus de 3 ans maintenant, et même depuis bien plus longtemps, donc depuis la fameuse soi-disant pandémie, en quelque sorte, qui devait tuer la moitié des habitants de la planète, et qui n'a fait que quelques dizaines de milliers de morts dans le monde, la plupart d'ailleurs par la faute des mesures prises par les gouvernements, eh bien, on se rend compte qu'aucune des mesures prises ne l'a été pour le bien des populations, et que les conséquences ont été la plupart du temps désastreuses. Mortalité accrue, euthanasie imposée dans les EHPAD, liberté supprimée, poursuites illégales, opposition contrôlée et assujettie, propagande éhontée dans les médias d'État et médias privés, aux ordres d'une caste corrompue ou acquise aux idéologies du nouvel ordre mondial. Tous ces phénomènes ne peuvent qu'amener le citoyen que je suis à s'interroger et à essayer de s'informer à d'autres sources que les médias traditionnels, soit auprès des médias dits complotistes, qui avec le temps se révèlent être des médias qui ont, contre la doxa officielle, eu raison et ont apporté au monde une parcelle de vérité. Je dis une parcelle, car je suis certain que le temps passant, nous découvrirons encore beaucoup d'autres turpitudes que nos gouvernants auront mises en œuvre afin de pouvoir nous assujettir encore plus étroitement. Mais je voudrais revenir plus précisément à ce qui me met hors de moi et me révolte tellement: la destruction programmée de notre belle France et de tout ce qui faisait autrefois son attrait et sa grandeur. Cette destruction a lieu par le non-respect de la Constitution, particulièrement de son article 5. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Et l'article 2, le principe de la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, nous allons voir, et point n'est besoin d'être un éminent politologue ou expert de quoi que ce soit pour s'en rendre compte. Aucun de ces deux articles fondamentaux de notre droit constitutionnel n'est respecté. Le respect de notre indépendance. Nous avons souverainement décidé en 2005 de dire non au projet de constitution européenne. Et il faut avoir présent dans sa mémoire le fabuleux discours de Philippe Séguin il y a de nombreuses années à l'Assemblée nationale, le 5 mai 92 précisément, qui s'opposait à la ratification des accords de Maastricht, où il montrait qu'ils étaient l'aboutissement d'un énorme transfert de souveraineté des États à des organes bureaucratiques non élus, aboutissant ainsi à un monstre bureaucratique constitué de fonctionnaires pétris de l'idéologie dominante du mondialisme, avec toutes ses contradictions et ses dérives. Depuis, nous avons assisté à un piétinement de la volonté du peuple souverain dès 2008, avec la comédie du traité de Lisbonne, ratifié par le Parlement réuni en Congrès le 4 février 2008, faisant, faisant ainsi fi du vote exprimé par référendum solennellement.
C'est ainsi qu'a débuté une longue série de manquements à l'esprit de notre Constitution et une longue descente vers une dictature qui ne dit pas son nom. Petit à petit, nous avons été assujettis à des règles communautaires souvent défavorables à la France et plutôt favorables à l'Allemagne, d'autant que nos dirigeants ne faisaient aucun effort pour défendre les intérêts de la nation. Nous avons assisté, sans réagir, au démantèlement de nos usines, à leur délocalisation, puis à la vente d'entreprises stratégiques à des intérêts étrangers, donnant ainsi à ces entreprises une mainmise décisive sur notre capacité en termes de défense ou d'énergie. Ce qui s'apparente à de la haute trahison n'a jamais été sanctionné. Nous avons accepté la signature du traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, qui est la négation du traité de l'Élysée du 22 janvier 63, signé par Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Bien que ce traité d'Aix-la-Chapelle ait été conclu en référence au 56e anniversaire du traité de l'Élysée. Quelle impudence! Car en effet, ce traité comporte des articles qui consacrent la future vassalisation de la France vis-à-vis de l'Allemagne, allant même jusqu'à envisager la mise en commun de notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU et de notre force nucléaire, les derniers éléments de notre indépendance nationale. Enfin, nous avons détruit sciemment, au profit de l'Allemagne, notre indépendance énergétique, en acceptant cette aberration qu'est la tarification européenne de l'électricité, qui va de pair avec la destruction de notre fleuron énergétique EDF. Et ce n'est pas fini, car l'Union européenne s'attaque maintenant à nos centrales hydroélectriques, qu'elle va nous contraindre à privatiser. Nous avons lentement, mais sûrement été dépouillés, démantelés, affaiblis, divisés, et tout cela avec la complicité de dirigeants idéologiquement acquis aux idées d'un mondialisme destructeur des États et des nations, sous la houlette d'un empire omnipotent et vindicatif pour tous ceux qui n'acceptaient pas cette façon de voir. Cette mainmise sur notre pays a été obtenue par l'adhésion à l'Union européenne, qui a été l'outil de notre asservissement, avec l'aide active de l'Allemagne prenant ses instructions outre-Atlantique. En effet, il ne faut jamais oublier que l'Empire américain a commencé à essayer d'asservir la France dès 1942, en essayant d'éliminer Charles de Gaulle, qui était un esprit rebelle, et avait pour seul but la victoire et le redressement de la France. Ils ont même été jusqu'à choisir l'amiral Darlan, collaborateur des nazis, qui a été assassiné par les résistants peu de temps après. Puis ensuite Giraud, qui heureusement n'était pas de taille face à De Gaulle. Mais ils ont continué. Ensuite, par le projet Amgot à la Libération, qui avait pour objet de mettre la France sous protectorat américain, projet qui a encore échoué, grâce à la perspicacité de De Gaulle. Enfin, ils ont réussi avec l'Union européenne, qui est une de leurs réalisations, et qui a pour but final la destruction des nations et la constitution d'une entité européenne économique, faisant office de marché pour les États-Unis, sans pour cela qu'elle puisse avoir une quelconque puissance politique, d'où son agrandissement perpétuel, et sa direction par des fonctionnaires corrompus et aux ordres. Le gouvernement pour le peuple. Revenons à notre président, qui est censé gouverner par mandat du peuple pour le peuple. Que constatons-nous? Un immense mépris pour ce peuple qu'il a soi-disant élu. Je dis soi-disant, car il n'a été élu que par une toute petite minorité, étant donné l'énorme abstention lors de son élection. Il n'a en fait été élu que par 27,85% des suffrages exprimés et 20,06% des inscrits. On ne peut donc pas vraiment dire
que le peuple français l'a élu. Ce mépris s'exprime directement par des paroles injurieuses que nous avons tous présents à l'esprit. Il s'exprime aussi par des décisions. Créer un conseil de défense pour la crise du Covid afin de cacher à la nation les arcanes des décisions prises et de pouvoir dire ensuite n'importe quoi en se parant des plumes chatoyantes d'une vérité scientifique qui n'existait pas ou qui avait été habilement tordue pour s'adapter au narratif imposé par les laboratoires pharmaceutiques. Créer la peur, c'est aussi mépriser, car c'est considérer que ceux auxquels il s'adresse doivent obéir et faire ce qu'il a décidé. Il ne nous traite pas en citoyen responsable, car lui aussi a peur de notre réaction. Il a peur que nous découvrions la vérité, et il martèle à la télévision ces messages mortifères et mensongers. S'adresser à la nation pour dire une chose puis dire le contraire quelque temps après dénote un grand mépris à l'encontre de la nation qui l'écoute. Aller jusqu'à décider de mettre au banc de la société des citoyens qui ont voulu exercer leurs droits et refuser d'être atteints dans leur intégrité physique par une injection expérimentale dont les essais sur l'homme n'avaient pas été terminés et dont l'efficacité n'était pas démontrée, c'est outrepasser les droits que lui confère sa fonction. Et cela montre encore le mépris qu'il professe pour les institutions. Se rendre en visite officielle à l'étranger et faire des remarques désobligeantes au président qu'il reçoit, même si elles ne sont pas totalement infondées, c'est montrer à quel point il ignore ou méprise les usages diplomatiques et à quel point il se moque de déconsidérer la France dans le monde. Se rendre ensuite en boîte de nuit et se comporter comme il l'a fait en République démocratique du Congo est d'une telle vulgarité et dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer que seulement cela aurait dû entraîner la destitution. Fournir des armes à l'Ukraine, former des soldats, entretenir des formateurs, tout cela sans l'aval du Parlement, c'est s'asseoir sur la constitution de notre pays, texte fondamental qui constitue le ciment de la nation. Enfin, travestir constamment la vérité et présenter à la nation un narratif quand on est chargé de la conduire, de la protéger et de défendre ses intérêts, c'est agir contre son peuple. Or cet homme ne fait que se contredire, soit parce qu'il a dit lui-même, soit parce qu'il a fait dire aux autres, à ceux qui lui ont prêté allégeance. Il dit un jour qu'il ne changera pas l'âge de la retraite, puis quelque temps après, il présente un projet de retraite à 64 ans. Il fait dire que la retraite minimum de 1 200 € concernera 1 800 000 personnes, alors qu'il apparaît qu'elle en concernera beaucoup moins. Pendant la crise sanitaire, nous avons ainsi assisté à une valse de narratifs assénés avec aplomb et journellement. Tous vaccinés, tous protégés. Faites-vous vacciner pour protéger vos grands-parents. La vaccination empêche la maladie, empêche la contamination. Le confinement vous protège. Les masques vous protègent, etc., etc. Tout cela était faux et manipulé. Maintenant, la vérité éclate au grand jour et nous assistons à des tentatives désespérées pour sauver ceux qui ont hurlé avec les loups. Ne soyons pas timorés et ne tombons pas dans le panneau. Ils savaient ou ne voulaient pas savoir et ils ont profité du moment et de la tendance, surtout ne pas faire de vagues. Tous ceux qui ont pris des positions catégoriques, qui ont condamné sans preuve, qui ont fait semblant de croire aux fausses études, aux soi-disant experts de plateau, doivent être jugés, car ils ont de lourdes responsabilités dans les dommages produits et à venir causés par ces injections. Nous ne devons pas oublier. Enfin, je voudrais vous faire part
de mon analyse de la situation concernant le projet sur les retraites. Tout d'abord, il faut bien se mettre en tête que notre président et son gouvernement ne sont plus libres de leurs décisions et que même si parfois ils souhaiteraient ne pas faire certaines choses, ils y sont contraints par les directives européennes, elles-mêmes conduites par les puissances extérieures, comme les États-Unis et les énormes fonds que sont BlackRock et Vanguard, ainsi que les fonds de Soros et Bill Gates, puis bien sûr les laboratoires pharmaceutiques. Toutes ces puissances financières, plus puissantes que les États, conduisent la politique de l'Union européenne, et ça, vous devez l'avoir constamment à l'esprit. Ce qui revient à dire qu'il n'y a aucun espoir de changement, de libération, tant que nous serons dans l'Union européenne, l'OTAN et l'euro. Donc cette réforme, rejetée par le peuple français à plus de 80%, a été imposée par les directives européennes depuis plusieurs années. Et elle est soutenue particulièrement par le fonds BlackRock, qui détient une partie importante de la dette française. C'est pourquoi le peuple peut manifester autant qu'il veut, même en très grand nombre. Le président Macron, qui le tient en piètre estime, c'est le moins qu'on puisse dire, ne cédera pas, quoi qu'il arrive. Il n'a pas le choix. S'il cède et supprime son projet, les créanciers dont BlackRock vont fondre sur leur proie, qu'est l'État français, et le dépecer. Car alors les intérêts de la dette vont exploser, les taux des emprunts d'État vont tellement augmenter que les remboursements seront impossibles. Et alors la France subira dès lors le sort qu'a connu la Grèce avec la Troïka. Elle sera vendue à la découpe, ce qui commence déjà, car BlackRock achète déjà beaucoup d'actifs en France. Dans ce cas, la population de France subirait une telle baisse de pouvoir d'achat, une telle paupérisation, qu'une réaction violente, sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui, serait inévitable. Macron en est parfaitement conscient et ne peut prendre ce risque. Nous n'avons donc maintenant plus le choix. Soit le peuple réussit à renverser ce gouvernement par un blocage général du pays, une grève générale, mais qui doit être ferme et durer jusqu'à la victoire. Et à ce moment-là, nous pourrons choisir de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, car un tel blocage devrait permettre de faire en sorte que les véritables dirigeants de notre pays, devant la destruction de leur capital, la baisse de leur enrichissement, sifflent la fin de la récréation. Ce serait ensuite au peuple de choisir ses représentants, de mettre à la tête du pays, soit par un choix après référendum, soit directement un homme qui a toujours prôné depuis longtemps la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Et je pense bien sûr à François Asselineau de l'UPA, qui depuis 16 ans qu'il a fondé son parti, n'a cessé de prêcher dans le désert et de montrer par ses vidéos profondément sourcées et finement documentées, par son érudition historique et sa vision des choses profonde, ce qu'il fallait faire et comment nous étions enchaînés par l'Union européenne. Si le peuple n'a pas la volonté nécessaire pour y parvenir, n'a pas la puissance les capacités, alors nous disparaissons de la scène internationale pour de nombreuses décennies. J'avoue que je ne peux me résoudre même une seconde à croire possible la deuxième hypothèse. J'aime trop mon pays pour cela. J'ai foi en notre jeunesse et notre nation. Elle a su, au cours de l'histoire, faire face à de nombreux défis. Elle saura encore le faire.
Ne perdons pas de temps. C'est maintenant qu'il nous faut agir tous ensemble, tous unis dans l'adversité, pour une France nouvelle, forte et fraternelle. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, j'espère.